dont on a découvert ce texte, et je pense que c'est vraiment pour lui, pour notre soirée, le coda à la fin. Alors, ce texte de Milosz. Historia polskiej literatury jest, jak wiadomo, wyjątkowo tragiczna i zaplątana. Je lis en polonais. Dość pomyśleć o zmaganiach z tą tradycją w sztukach Wyspiańskiego. Przeszłość to romantyczna polska męczennica, Chrystus narodów, ale także to, co można by nazwać dziejami energii, a więc polska epoka oświecenia, kiedy jeszcze nie kładło się na umysły piętno niewoli. Następnie wielki poryw poezji romantycznej i ogromne wysiłki inteligencji w końcu XIX wieku, kiedy chodziło o to, żeby utrzymać łączność z myślą światową wbrew wtłaczaniu samych siebie w obsesję walki o niepodległość. Tak czy owak jest to obraz Polski, do którego potomni mieli odnosić się z czcią i nabożeństwem. Ale oto zjawia się wielki obrazoburca, Witold Gombrowicz, i proklamuje bunt przeciwko Polsce. Ten wielki prześmiewca początkowo znalazł uznanie tylko wśród elity, ale stopniowo postawa drwiny z samych siebie upowszechniła się i zmieniła w rodzaj liczmanu. Wszystkie idee rozpowszechniają się i wulgaryzując, nabierają cech karykatury. Coś podobnego zdarzyło się też w prześmiewczej idei Gombrowicza. Można więc mówić dzisiaj o jej zasięgu masowym. Oceniając to szyderstwo z własnego kraju i jego historii, w zderzeniu z globalizacją, czyli zacieraniem się różnic pomiędzy narodami, powiedziałbym, że jest to skłonność chorobliwa. Można co prawda ją zrozumieć jako reakcję na nadmiar martyrologii. Lekarstwem może tutaj się okazać prawdziwa myśl Gombrowicza, inna niż jej zniekształcenia. Istotą twórczości tego pisarza była walka z naciskiem Zachodu, pojętego jako nieobjęte bogactwo cywilizacji europejskiej. Zadawał sobie pytanie, jak on, Polak, może się ostać wobec tej nawały znakomitych umysłów i talentów. On, Słowianin zlatynizowany, którego cała przeszłość kulturalna była przetwarzaniem wątków przychodzących z Zachodu. Ale cywilizacja zachodnia była stara i przeciwstawiał jej naszą młodość, naszą niedojrzałość, w niej właśnie dopatrując się większej świeżości i elastyczności, wyzwalającej spod panowania kolejnych konwencji i form. Przyznawał się, że jest szlachcicem z armatą, ale zarazem miał obsesję niedokształcenia filozoficznego polskich literatów. W swojej krytyce zachodnich mód intelektualnych uderzał zawsze celnie, trafiając w najbardziej czułe punkty. Ścierał się z egzystencjalizmem, strukturalizmem i francuskim Le Nouveau Roman, powiadając, im mądrzej, tym głupiej. Tutaj możemy dalszy ciąg dać, prawda, że tak samo by był, celnie atakował epokę, która już jest zamknięta, to znaczy postmodernizmu, aż do dzisiaj do wszystkich tożsamościowych tendencji, które kombinują dzisiaj w kulturze. Tą listę można ciągnąć. Innymi słowy, oskarżał te zachodnie prądy o niedostatek zdrowego rozsądku i poczucia rzeczywistości. Był za wyrobieniem sobie przez Polaka postawy niezależnej, suwerennej wobec zachodniego prestiżu, na który pracowały wieki. I tak kończy Miłosz, rzeczywiście 2 lata przed śmiercią. Wydaje mi się, że taki Gombrowicz jest pisarzem wyjątkowo aktualnym w obecnym momencie integracji europejskiej.
nie reprezentuje bowiem ani pogrążania się we własną partykularność, ani rozpłynięcia się w jednolitej kulturze mass mediów. W swoich zapasach z Polską pozwala myśleć o Wyspiańskim i jego wyzwoleniu. Mówię to z pewnym zdziwieniem, bo połączył nas los emigrantów i właśnie pewna ambiwalencja wobec własnej tożsamości. Jak jednak się zdarza w bardzo zmąconych okresach historii, tylko stopniowo wyłania się przydatność społeczna czysto indywidualnych aktów oporu wobec zbiorowych przyzwyczajeń. Szczególna rola przypadła dwóm literatom emigracyjnym, lansowanym przez redaktora paryskiej kultury Jerzego Giedroycia. Przeczytałem to Państwu, bo oczywiście dosłownie nie tak dawno został ten tekst na nowo odnaleziony. Mi się wydaje, że bardzo tutaj pasuje do tej dzisiejszej refleksji nad Gombrowiczem, no i wcześniej Schulzem. To w zasadzie tyle, co tam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Le professeur Kwiatkowski, je pense que si Rita, on ne peut pas ne pas profiter de la présence de Rita pour un petit témoignage, parce que en fait ce qui est bizarre, maintenant on peut avoir seulement un témoignage à titre doublement posthume, parce que ni Gombrowicz ni Schulz ne sont plus là, mais Rita, il a entendu pas mal d'histoires concernant Schulz, donc à titre posthume, Schulz vivait toujours à titre anthume, en profitant justement des notions utilisées par Jean-Pierre Salgas. Donc je pense que pour nous, ça peut être très, très précieux si Rita va avoir envie de nous raconter un tout petit peu Schulz, raconté par Gombrowicz. Non, je n'ai pas de long témoignage à faire. Mais tout est précieux. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que au début, quand on se racontait nos vies et tout, il me parlait toujours de Bruno. Il ne disait jamais Schulz. Il disait Bruno, aïe Bruno. Et il avait, et ça me frappait aussi, ce ton de la tendresse, ce qui n'était pas son ton habituel, comme vous pouvez imaginer. Et surtout, il se demandait comment Bruno a pu mourir. Je ne sais pas en quelle année on a connu, de quelle façon est mort Bruno Schulz. Vous savez en quelle année? En quelle année? Est mort? Oh, non. On a su qu'il était mort de cette façon, qu'il a été assassiné par un nazi. Je pense que c'était dans les années 70. Ça fait pas si longtemps qu'on sait. En tout cas, Gombrowicz est mort sans savoir que Schulz avait été assassiné. Donc, il s'interrogeait toujours, il disait, je me demande comment il a fini sa vie dans le ghetto. Il ne savait pas. Ça, je me souviens de ça. Et il me racontait surtout la générosité de Bruno Schulz qui l'émerveillait absolument, parce que ce n'était pas dans sa nature d'admirer comme ça, de montrer en tout cas son admiration. Tandis que Bruno Schulz, il me racontait que Bruno Schulz a commencé à lire et qu'il lui envoyait un télégramme ou une lettre que c'était pas très bon, Ensuite, il lui a envoyé un autre télégramme pour lui dire « Ah, c'est bon, ça commence, est bon. » Un troisième télégramme, c'est extraordinaire, c'est une œuvre géniale. Quatrième télégramme, ça a éclaté. Je me souviens de ça comme hier, la manière dont il avait été, ça l'a marqué pour toujours. Je crois que Gombrowicz doit beaucoup à Schulz, parce que son admiration, après, soi-disant, les mauvaises critiques de Bakakai, c'est comme s'il avait reçu une confirmation de son talent. Voilà, ça je tenais à le dire. Son cher Bruno, il était absolument reconnaissant, il considérait que c'était le plus beau texte jamais écrit sur lui. Il a dit ça en 69, donc avant de mourir.
Donc, il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été écrites. Eh bien, si on relit le texte de Schulz, c'est magnifique. Il a inventé, comment c'est, Le démonologue de la culture. le démonologue de la culture, Et le chasseur de mensonges culturels. Et tout ça est toujours très actuel. Voilà, pour moi, c'est toujours Bruno et Vitol. Voilà, c'est pas Gombrowicz-Schulz, c'est Vitol. Moi, je voulais te poser justement la question, pour s'attarder un tout petit peu sur ces deux notions, de chasseur de mensonges culturels et démonologue de la culture, le terme utilisé seulement par Bruno Schulz dans la préface des termes turcs. Comment toi, tu vois cette expression, c'est-à-dire, d'après toi, quel mensonge culturel chassait Gombrowicz? C'est ce qu'il voulait dire, je pense, c'est son rapport à la réalité. Rien ne l'énervait davantage que les gens qui se mentaient à elles-mêmes, qui ne sont pas conscients de leur faiblesse ou de leur génie même. C'est pour ça que j'aime tellement dans son œuvre l'aspect autobiographique, parce que c'est la manière dont il parle de lui avec distance. Il peut dire qu'il a un génie, mais il le dit avec humour. Et cette façon de voir les choses, de garder toujours cet équilibre, je crois que Schulz avait déjà tout vu ça. Ouais. C'est le rapport à la réalité. Et c'est pour ça qu'il critiquait sa mère, parce qu'elle se prenait pour quelqu'un qu'elle n'était pas. C'est-à-dire la dame philosophe et tout. Ceci dit, tous les gens qui ont connu sa mère ont dit que c'était une femme assez extraordinaire et que Vitol lui ressemblait beaucoup. En tout cas, la culture apparemment fait tout pour cacher l'immaturité de l'homme, et l'homme est compromis par la culture, donc on a honte de notre immaturité tout en voulant être jeune. Oui, voilà. Et puis surtout, par exemple, quand il parle de la peinture, quand il se moque des gens dans les musées, c'est parce que on fait semblant d'admirer. On admire parce que quelqu'un à côté admire, donc on commence à admirer aussi. C'est ça. Vitol, il crève toutes les choses gonflées, les choses qui sont surfaites. En fait, ça montre d'abord deux qualités, la lucidité et le manque d'illusion, quoi, et l'honnêteté. C'est une honnêteté très profonde qu'il ne faut pas tricher avec les faits. Les faits sont les faits. C'est-à-dire, l'homme doit se défendre contre la culture qui est au-dessus de lui, qui est présentée comme quelque chose au-dessus de lui, alors que c'est l'homme qui produit la culture. Absolument, ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas un dieu. Il ne faut pas, c'est quelque chose d'humain comme l'être humain. Voilà. J'ai une autre question concernant, parce qu'il y a certains qui disent que Gombrowicz est un peu jaloux de la reconnaissance de Schulz. Oui, Nadeau l'a évoqué dans... Oui, c'est son éditeur, Maurice Nadeau, qui venait de publier Schulz, avant Gombrowicz, je crois. Il faudrait vérifier. Et Vitol était un peu chiffonné comme ça, mais il était heureux. Ce n'est pas vrai. Enfin, ce que j'ai vu, Vitol dans l'intimité, la manière dont il aimait Schulz, Bruno, c'est absolument certain qu'il n'était pas jaloux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le traité de Mannequin, publié par Maurice Nadeau. Julliard et publié par Maurice Nadeau. Merci beaucoup, c'est bien. Voilà. C'est pour toi, Rita. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses, mais je n'ai pas précisément cette photo. Apparemment, cette jalousie, entre guillemets, était déjà présente en Pologne, parce que Schulz a commencé à être connu en Pologne un peu avant Gombrowicz. Oui, et dans aussi. une lettre, Gombrowicz écrit à Schulz en 30. En fait, il n'y a pas de date, mais on sait que c'est dans les années 30, parce qu'ils sont connus que pendant 5 ans. Donc, je cite:
c'est Gombrowicz qui écrit une lettre à Schulz. Je lis rarement les revues littéraires, mais dans les articles qui me sont consacrés, on parle souvent d'une façon qui prouve que ta situation est beaucoup plus forte que la mienne. Enfin, cela n'a guère d'importance, amitié cordiale. Mais en fait, quand même, ça a un peu d'importance. Ça, c'est une attitude de Gombrowicz. Toujours, il provoque un duel. Par exemple, avec Borges, c'est qui est le plus intelligent, il fallait toujours qu'ils se mettent en duel, en comparaison. C'était très amusant. Par exemple, il faisait passer des tests à tout le monde, qui venaient les voir, ou des jeunes surtout, quels sont les 5 meilleurs écrivains dans le monde. Et évidemment, il voulait être nommé. C'est ça. Et tout de suite, il faisait des comparaisons. Qui est le plus grand? Voilà. Il avait une nature de bataille, de toujours se bagarrer. C'est un véritable polémiste. Voilà. Donc, on parle du fait que Schulz et Gombrowicz, ils sont aux antipodes, ils sont tellement différents l'un de l'autre. Mais en quoi consistait cette différence de tempérament entre les deux? Je ne sais pas, je n'ai pas connu Schulz, mais c'est comme si je l'avais connu. Schulz était masochiste, Vitol était plutôt l'inverse. Il n'était pas sérieux. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et il y avait une petite tendance comme ça. Et Schulz était timide, généreux. Vitol, c'était pas du tout le même tempérament, même comportement. Et pourtant, pour moi, ils sont absolument complémentaires. Et pour moi, c'est l'image de la Pologne. Le juif, Vitol disait qu'on devrait, pour comprendre la Pologne, il faut comprendre les Juifs et les Polonais. Et Vitol et lui représentaient exactement ces deux aspects de la Pologne. Et puis tout est différent. L'œuvre de Schulz, c'est pas du tout comme l'œuvre de Gombrowicz non plus, c'est à l'opposé même. Bon, on les appelait même les complotistes, c'est-à-dire que c'est un couple tellement différent qu'en fait on pensait qu'ils faisaient des complots tous les deux. Et que c'était Gombrowicz, on vous renvoie au journal, au deuxième tome du journal, où Gombrowicz présente Schulz et leur amitié, leur relation. Et justement, il parle du fait qu'ils étaient considérés comme deux complotistes. Ah bon, et que justement, c'était un complot vis-à-vis de la forme, ce n'est pas un complot vis-à-vis des autres, mais justement, ils avaient une autre attitude vis-à-vis de la forme, donc quelque chose qui nous est imposé. Pour Gombrowicz, rien n'était sacré, mais je crois que s'il y a quelque chose de sacré, c'est son amitié avec Schulz. C'était quelque chose de précieux. Parce que Schulz l'a démasqué. Schulz a tout vu de Vitol. Sa clairvoyance, ça, il l'avait en commun. Voilà. En tout cas, on ne va pas citer, mais parce que voilà, sur plusieurs pages du deuxième tome, il parle, et c'est vraiment, c'est Gombrowicz qui parle de la relation. Oui, un autre souvenir, c'est que quand il me parlait de Bruno, il en profitait pour m'enseigner un peu, me rendre un peu plus savante vis-à-vis de la Pologne. Alors il m'expliquait que la Pologne était divisée en 3 et que Bruno Schulz n'était pas dans le même secteur que lui. Bruno Schulz était dans le sud de la Pologne, donc ils étaient dominés par l'Empire austro-hongrois. Et donc, l'Empire austro-hongrois était beaucoup plus tolérant avec les Juifs. Et ça, il m'avait bien expliqué ça, tandis que lui, à Varsovie, c'était la Russie, je crois. Voilà, il m'avait tout expliqué en même temps l'histoire de la Pologne. Voilà, mais si Kasia, tu veux, parce qu'on ne peut pas... Non, mais je pense que c'était très intéressant pour nous tous, parce qu'en fait là, tu as pu témoigner, il t'a vraiment, il t'a pu raconter directement, à nous non.
Nous, on peut lire le journal, par exemple. À cette époque-là, je n'ai pas posé les questions que je poserai maintenant, bien sûr. Ouais. C'est toujours comme ça. Non, mais je pense que c'est la perspective qui est la plus intéressante. Mais on a aussi une autre perspective italienne. Francesco. Nie wiem, czy może Pan nam powiedzieć, pourriez-vous nous dire en polonais, en français, quelle est la perspective? Parce que vous, justement, il faut savoir, Francesco, sous la tutelle de Francesco, on vient de publier le volume de Bakakai de Gombrowicz, le volume complet, ça vient de paraître. Dopiero co się ukazało, prawda, Francesco? Bakakai. Tu peux parler en polonais. En polonais. En polonais, ok. Bonjour Francesco. Bonjour Rita, bonjour. Buongiorno. Finalmente ti vedo. Anki. Qui a Parigi. Przepraszam właśnie, ja nie miałem dużo czasu, żeby przygotować Tak, dziękuję. swój referat, bo się dowiedziałem bardzo późno właśnie o to spotkanie. No, słuchałem bardzo ciekawe rzeczy, oczywiście, i mi się wydaje, że będę coś w przyszłości napisać o tych dwóch wielkich pisarzach polskich. Francesco, Właśnie, ja się peut-être je vais zajmowałem traduire właśnie rapidement. Gombrowicza, zajmowałem się Schulz, ale nigdy nie miałem na pomysł, żeby porównać Gombrowicz i Schulz. I rzeczywiście to, dlatego że zawsze myślałem, że oni są po prostu bardzo różni. Nie tylko właśnie osobiście, biografie zupełnie właśnie inne, ale też właśnie motywy pisania właśnie Gombrowicza i Schulza mają tylko jedną rzecz właśnie wspólną, ale one rozwiązają właśnie te rzeczy, to znaczy infantylizm, zupełnie w inny sposób. Jeżeli my zobaczymy Fedydurkę i opowiadanie właśnie, które się nazywa Emeryt, pojawiają się ten sam motyw właśnie, powrót do dzieciństwa i powrót do szkoły. Z tym, że w pierwszym przypadku, właśnie Gombrowicza, chodzi o bycie zmuszony do tego powrotu. Pewnego ranka dwaj faceci biorą bohater powieści i go zaciągają do szkoły. Natomiast w noweli Schulza jest to dobrowolny wybór, który okazuje się do zrealizowania. Obu bohaterowie, to znaczy Jóżo, znaczy Fedydurkę i bohater w Emerycie, kochają swoje dojrzałość, ale Gombrowicz pokazał ten niebezpieczeństwo takiego uczucia, zwycięstwo głupoty na świecie, podczas gdy dla Schulza niedojrzałość była podstawą jego twórczości i artystycznej i celem jego egzystencjalnej walki. Jest bardzo ciekawy właśnie list Brunona Schulza 4 marca 1936 roku do krytyka literackiego Andrzeja Lesniewicza. I tam jest ostatnie zdanie, on mówi, pisze właśnie Bruno Schulz, to co Pan mówi o naszym sztucznie podłużonym dzieciństwie, o niedojrzałości, dezorientuje mnie trochę. Gdy zdaje mi się, że ten rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest właśnie regresja, jest powrotnym dzieciństwem. I właśnie ją kończy pisając właśnie moim ideałem jest dojrzeć do dzieciństwa, to by dopiero była prawdziwa dojrzałość. To znaczy, że Gombrowicz pokazywał właśnie, co to jest właśnie dziecinność. To jest właśnie choroba XX wieku. I Bruno Schulz bardzo trafnie to złapał. I ja się zgadzam właśnie, kiedy Rita powiedziała, że najciekawsza interpretacja Fedydurky to jest akurat, co Bruno Schulz napisał do niego. I rozumie natychmiast, że tu chodzi też o Freuda, chodzi właśnie o wszystkie wasze problemy właśnie
niedojrzałości. I też właśnie, że Gombrowicz był tam o sobie powiedział właśnie, ja nie jestem niedojrzałym człowiekiem, który bardzo kocha swoją niedojrzałość. Ale on pokazuje nam, właśnie Ferdydurk jest właśnie akurat to, pokazuje jak ta niedojrzałość jest niebezpieczna, jest po prostu choroba, jest choroba tego kraju, tej Polski, która właśnie powstała na nowo po I wojnie światowej i był właśnie bardzo niedojrzałym krajem według niego. I cierpiał z tego właśnie. A potem właśnie trzeba powiedzieć właśnie, że głównym bohaterem dzieła Brunona Schulza to jest ojciec. To jest książka o swojego ojca pod niektórymi względami. To jest właśnie sklepy cynamonowe i sanatorium pod Klessidrą, to mają właśnie ten temat, właśnie, że właśnie ojciec właśnie odegrał ogromną rolę. A Gombrowicz o swoim ojcem nic nie napisał. Właśnie. To była właśnie postać drugorzędna. Właśnie. A właśnie właściwa postać biografii Gombrowicza to była matka. I ślady tej matki, która, jak napisał Gombrowicz, zabrała mu cała miłość, cała potrzeba, cała właśnie utrudniał jego stosunki właśnie miłosne po prostu. Właśnie ta matka właśnie jest właśnie głównym bohaterem właśnie za kulisami właśnie dzieła Gombrowicza. Filozof właśnie, przedwojenny filozof polski Bolesław Miciński trafnie właśnie napisał, właśnie chyba to był pierwszy, który łączył Gombrowicz i Bruno Schulz i właśnie napisał, że Gombrowicz i Schulz nie deformują świata, ale tworzą inny świat, prawdopodobnie podobny do tego świata, gdzie żyjemy. Właśnie to, właśnie według niego to był właśnie taki cel właśnie pisania Schulza i Gombrowicza. Jeżeli mówimy właśnie, jak powiedziała bardzo ciekawie Małgorzata Szmorek, o stosunkach właśnie Gombrowicza z Brunem Schulzem, no mi się wydaje, że oczywiście my nie mamy dużo śladów tego, dlatego że nie ma listów w prawie właśnie i nie wiemy, co oni mówili między sobą, kiedy się spotykali. Mi się wydaje, że Bruno Schulz mimo wszystko był bardzo bliski do Witkacego niż do Gombrowicza. I zresztą, co on uwielbiał Gombrowicza. Oczywiście dla Brunona Schulza właśnie Gombrowicz był ten, który właśnie odkrył właśnie infantylizm i go bardzo szanował. Ale osobiście, co napisał Witold Gombrowicz w swoim dzienniku na temat Brunona Schulza, to nie jest taki przyjacielski, bo on napisał gnom, maleńki, obrzmiogłowy, jakby zanadto zakmieniony, aby odważyć się na istnienie. Bruno nie przyznawał sobie prawa do egzystencji, szukał własnego uniczeństwa. Moim zdaniem w tym dążeniu nie było żadnego poczucia winy a la Kafka, był to raczej instynkt do choremu zwierzęciu, nakazuje odejść na bok, usunąć się. Gombrowicz ma rację, to znaczy Schulz prawdopodobnie był taki, trochę przesadzał, ale miał rację. Ale na podstawie właśnie tych zdaniach, to mi się wydaje, że właśnie oni byli naprawdę bardzo różni, bardzo inni. Też na przykład polityczne, Sargasse o tym właśnie mówił właśnie. Bruno Schulz był dosyć konserwatywny właśnie, był kibicem Piłsudskiego
No, Gombrowicz był zupełnie inny. Gombrowicz był całą życie był anarchista właśnie. Nie właśnie nie lubił właśnie państwa, nie lubił właśnie takiej w ogóle ta retoryka patriotyczna tym bardziej. Jest po prostu też politycznie właśnie myślę, że oni są bardzo różne. I w sumie właśnie dzieła Gombrowicza i dzieła Schulza mi się wydaje też są jednak właśnie trochę właśnie inne właśnie, trochę właśnie daleko właśnie, dotykają w pewnym momencie podobne tematy, ale właśnie zupełnie z innej perspektywy. Très bien. Traduction. Un petit résumé. Un grand merci Francesco. Je vais me permettre, oui, je m'aide un peu. Un grand merci Francesco. Bon, je vais faire un petit résumé. Voglio résumé, drogi Francesco, grazie mille. In francese. Donc, Francesco vient de dire, vous l'avez compris en grande partie, mais c'est surtout pour Rita et pour Jean-Pierre aussi, mais il y a aussi des amis francophones qui ne parlent pas polonais, mais ça va venir. Rita, elle fait semblant de ne pas parler polonais. Mais donc, Francesco a dit que normalement, il s'occupait en tant que scientifique, en tant que chercheur, il s'occupait aussi bien de Schulz que de Gombrowicz, mais en fait jamais ensemble, pour comparer Gombrowicz et Schulz. Mais il a vu, donc là je coupe un tout petit peu, je résume un peu, peut-être je ne me rappelle pas de tout non plus, mais il a dit qu'il y avait il y avait une chose en commun, donc c'était l'enfantilisme, l'infantilité en fait, chez Gombrowicz et chez Schulz. Et c'était ça ce qui les rapprochait, même si c'était vu sous un jour un peu différent, parce que là quand on parle de la famille, il fallait dire que pour Schulz, dans les œuvres de Schulz, la personnalité familiale, si on peut le dire, présente. Et en fait, son œuvre, c'était un tout petit peu la biographie de son père. Donc là, c'était le père. Et chez Gombrowicz, c'était la mère. Et la mère qui était très présente, qui était peut-être trop présente pour même lui prendre en entier cette capacité d'aimer. Je pense qu'il essayait de dire justement que c'était la mère qui lui a pris tout l'amour. Il n'était pas capable d'aimer à cause de sa mère. Donc c'était un peu ça. Mais en fait, donc là je coupe plusieurs choses en fait du propos de Francesco, mais il y avait aussi l'infantilité, le fait d'être enfant, l'immaturité. C'était en fait dans leurs œuvres respectives, on peut dire que c'était une sorte de maladie. Et c'est ça ce que l'on voit aussi, c'est la maladie peut-être du XXe siècle aussi maintenant. Donc c'était un peu ça. Parmi plusieurs choses, Francesco a dit aussi que parmi ces trois mousquetaires, peut-être Schulz, il était quand même plus proche au niveau de la façon de penser en général à Wittgenstein. Mais en fait, c'était Gombrowicz qu'il adorait. Donc c'était un peu ça. Il a évoqué aussi la question de l'immaturité du pays, de la Pologne, qui renaît de ses cendres en 1918. Donc en fait, voilà, on pouvait lire aussi ces œuvres-là via cette immaturité-là du pays qui venait de renaître en quelque sorte. Et aussi, il a parlé de l'œuvre de Michinski, en fait, voilà, d'une étude de Michinski, qui était parmi les premiers à comparer Gombrowicz et Schulz, et d'après lequel le deux ne déforme pas le monde. Il propose un autre monde qui ressemble un peu au nôtre, mais d'une autre façon. Mais qui touche à peu près au même sujet, mais à leur façon. Je me permettrai juste de reciter du journal en français, ce qu'a cité le propos que Francesco a cité, comment Gombrowicz parle de Bruno. C'est un masochiste perpétuel, irréductible. On le percevait en lui à chaque instant. Non, en voilà un qui n'était pas fait pour dominer. C'est un gnome minuscule, macrocéphale, trop craintif, presque pour oser exister, expulsé de la vie. Il s'est faufilé en cachette, en marge. Bruno ne se reconnaissait pas le droit à l'existence. Il cherchait son propre anéantissement. Non, pas qu'il rêvait de suicide, mais il aspirait au néant de tout son être. C'est ce qui le rendait justement tellement sensible à l'être, un peu comme Heidegger. Il n'y avait pas, je crois, à l'origine de cette tendance, un sentiment de culpabilité comme chez Kafka, mais plutôt comme l'instinct qui pousse l'animal malade à s'écarter du troupeau, à s'effacer.
Voilà. Non, oui, mais l'accent, je pense qu'il faut mettre aussi l'accent sur le fait qu'il ne déformait pas les mondes, il les créait, c'est ça ce que tu viens de dire, mais il crée d'autres mondes. Donc c'est une voie très intéressante. Bardzo interesujący głos z Italii. Grazie mille Francesco. Voilà, on va continuer sûrement. Est-ce que vous avez des questions? Toutes rapides. Sinon, on va reprendre une autre fois, on va parler encore. Donc, bon, oui, tac. Peut-être une question sur le style, parce que c'est ce qui m'interpellait en faisant ce livre. C'est justement la comparaison entre les deux écrivains. Oui, non, juste une question sur le style. Le style des deux. Leurs deux styles, souvent, est-ce Et qu'il y vous avait... avez lu les deux ou non? Non. Donc c'est pour ça la question. Le style, parce que ce qui était présent, c'était la forme. Mais le style, est-ce qu'on peut comparer? C'est complètement différent, c'est comme Francesco l'a dit. Qui est la question déjà? Oui. Qui vous posez cette question? Non, je ne suis pas spécialiste du style. Francesco, styl u Gombrowicza i u Schulza, bo takie jest pytanie. Styl, co możemy powiedzieć? Jaki był styl? Dla kogoś, kto nie czytał nigdy ani Gombrowicza, ani Schulza. No, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Voilà. Ja czytałem, pierwszy czytałem Gombrowicza i dla mnie to było odkrycie świata. To jest takie słynne zdanie Konstanty Jeleńskiego, który powiedział właśnie, że czytanie Fetydurkę dla niego to było klucze właśnie do rozumienia świata. Pod niektórymi innymi względami, właśnie można powiedzieć, dla mnie też właśnie Gombrowicz był niesłychanie ważny. No, Schulz jest poezja, jest czysta poezja. Żałujemy bardzo właśnie, że pisał tylko właśnie co mamy w rękach. Ale to jest zupełnie inna literatura. Gombrowicz jest może bardziej nowoczesny. Bardziej do nas mówi właśnie bardzo do naszych problemów. Bruno Schulz jest taki jak Kafka, jest bardzo trafny, bardzo głęboki, ale trochę mniej aktualny. Au niveau, donc là, justement, le point de vue de Francesco Cataluccio qui connaît les deux, qui a travaillé sur les deux. Donc là, justement, le fait que Francesco, il a commencé avec Gombrowicz. C'était sa première lecture en comparant avec Schulz. Donc Gombrowicz, c'était comme une révélation un tout petit peu. C'était en utilisant la citation de Konstanty et de Kozielski, dont Piotr Kłoczowski est le spécialiste. Donc justement, Jeleński, ayant lu faire du Turc, il a dit « Mais c'est comme si quelqu'un m'avait donné les clés pour comprendre, pour tout comprendre. » Donc c'était un peu ça. Et puis la découverte de Schulz. Schulz, c'est quelque chose de complètement différent aussi au niveau du style, parce que c'est de la poésie pure. Oui, quand on lit, moi aussi je rajoute, c'est fantasmagorique un tout petit peu. C'est poétique, mais au niveau de la contemporanéité, si on peut le dire, de la modernité, justement la capacité de nous parler plus de manière directe peut-être. Schulz, selon Francesco, est beaucoup moins moderne, si on peut le dire. C'est Gombrowicz qui est plus moderne, qui est peut-être plus compréhensible. Schulz, lui, il est très profond, il est très poétique, mais peut-être qu'il a un peu moins d'actualité, si on peut le dire. Donc c'est au niveau du style, voilà la vie de Francesco Cataluccio. Mais par contre, ce qui est unique, c'est le jeu avec la forme. Il joue avec la forme, c'est-à-dire la forme qui nous a imposé, en fait, la forme du langage qu'on a créé, qu'on utilise. Chacun se sert différemment de ce langage. Et Schulz, il l'utilise de façon très poétique, très onirique, très fantasmagorique. Gombrowicz, il est plus dans la polémique. En fait, il ramène le centre du monde vers lui. Alors que Schulz, il parle du monde de l'extérieur. Il ne ramène pas le monde vers lui. Lui, ça ne l'intéresse pas, il veut s'anéantir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est raconter le monde, mais à sa façon, de façon très poétique. Mais c'est ça, mais c'est tellement titré par lui quand même, que c'est le monde à la Schulzienne. Mais par contre, alors Marc-Là, est-ce que ça reprend ce que disait Rita un petit peu avant? C'est-à-dire l'idée que, voilà, justement, ils auraient tous les deux alors, la capacité de dire ce qui est vrai, ce qui est juste. Tout à fait, parce qu'il
ils cherchent l'authenticité, le deux, mais à leur propre façon. Ils ont un autre, chacun y arrive, mais par un autre chemin. Si c'est ça? Oui, je crois. On croit en tout cas. Je suis d'accord. Maintenant, il faut lire Gombrowicz et Schulz, surtout Schulz parce que Gombrowicz, probablement vous le connaissez déjà, mais Schulz vraiment, mais moi si je peux dire de ma propre perspective, il y a des descriptions de la nature et parfois maintenant quand je vois certaines plantes, c'est tout de suite Schulz qui me revient. Donc ce sont des images filtrées par Schulz. Donc moi je vois aussi le monde par les yeux de Schulz. Oui, je voudrais demander à Pierre, est-ce que vous savez dans combien de langues Bruno Schulz s'est traduit? Est-ce que... Combien de langues? Oui. Schulz, Bruno Schulz. Oh, énormément. Même en japonais, c'est de plus en plus. Mais Gombrowicz, je pense qu'il est quand même, il est beaucoup plus traduit, il y a beaucoup plus de langues. C'est le concours qui est C'est le concours, qui est plus fort. Mais ça m'intéresse. Ah oui, oui. Non, ça m'intéresse de Je pense savoir. que dans presque toutes les langues le plus... Plusieurs langues. Francesco, a czy pan wie, na ile języków jest Bruno Schulz tłumaczony teraz? Bruno Schulz po włosku był tłumaczony genialnie. To był fantastyczny przykład. Lata koniec lat 60. Schulz jest piekielnie trudny do tłumaczenia. To jest taki język właśnie poetycki, więc po prostu trzeba wymyślić zupełnie właśnie te słowa. Właśnie. Ja sądzę właśnie, że tłumaczyć Bruna Schulza to jest ogromna praca i trzeba naprawdę być bardzo odważnym, bo to jest taki język, który jest właśnie jak poezja. Gombrowicz też jest oczywiście trudny i tak dalej. Tylko, że to jest język, właśnie, chciałem powtarzać, co powiedziałem właśnie, że to jest, Gombrowicz to jest pisarz naszych czasów właśnie. Bruno Schulz to jest pisarz jeszcze mocarstwa węgierskiego, należy do tego świata właśnie. I dlatego właśnie, że ten język też jest taki daleki od nas. Là, c'était justement l'histoire un tout petit peu de la traduction italienne. Ale wie pan, na ile jest teraz języków Schulz tłumaczony? Mniej więcej? Ile języków w ilu krajach? O, mi się wydaje, że w wszystkich krajach świata. Ah, voilà, tous les Mais non, mais Nie, justement, donc, w Japonii ja widziałem właśnie. au Japon, voilà, vous avez les mêmes, oui, les mêmes informations. Donc là, justement, la traduction en italien, apparemment, c'était très bien fait déjà dans les années 70. Mais justement, Schulz, il est très difficile à traduire. Donc c'est, oui, ça devait être un travail énorme, mais puis Francesco a rajouté que Gombrowicz est aussi difficile à traduire. Oui, mais quand même, Gombrowicz, il est plus moderne. Il est plutôt de notre époque. Et Schulz, il est resté un tout petit peu dans la Pologne austro-hongroise encore. Donc, non, parce que je demandais s'il était traduit, parce que je voulais connaître quelle est la situation actuelle de l'œuvre de Bruno Schulz dans le monde. Est-ce qu'il est toujours aussi, parce qu'on l'a découvert dans les années 60-70, mais je ne sais pas si ça continue. Et il n'y avait pas de Rita. Oui, il n'y avait pas du temps pour s'en occuper. Voilà. Jeśli nie ma więcej pytań, si on n'a pas plus de questions, il nous faudra quand même continuer. Il nous faudra puiser un tout petit peu pour comparer, pour faire le duel Gombrowicz-Schulz, nombre de langues, de traductions. Donc, je pense que on va se dire au revoir. Je voulais vous remercier, chaleureusement à nos intervenants, à Rita, à Mariola, à Piotr Koczowski, à Małgosia qui n'est pas là, à Francesco Cataluccio et à Jean-Pierre Salgas qui sont avec nous à distance. Un énorme merci. Et bon, on va continuer. Et on vous souhaite bonne soirée, un grand merci à tous. Si je peux ajouter quelque chose, un dernier mot un peu en marge. On va vivre dans 1 an et demi l'anniversaire de la naissance de Gombrowicz. Son 20e. 2024, attendez-vous déjà
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire juste deux choses. C'est-à-dire, vous voyez ici une toute petite partie de la grande famille de Gombrowicz, de ces spécialistes, de ceux qui sont fascinés, qui s'occupent de la mémoire, des choses aussi, parce qu'il y a tout le musée de Zola, etc. Donc c'est une grande famille. Vous avez vu qu'ils ne parlent pas comme les scientifiques, oui voilà, les grands spécialistes mais qui n'ont pas de l'âme. Là ici, on retrouve de l'âme. Donc vous êtes vraiment extraordinaire. Et je voudrais dire que l'année prochaine déjà, on pense à la bibliothèque polonaise de Paris, ici, justement de faire quelques présentations, non seulement de ses amis voilà, que vous connaissez déjà, mais aussi un tout petit peu de théâtre, des amis aussi du côté des Allemands, parce qu'on a pensé à faire, c'est Katarzyna qui a pensé à faire une histoire de Gombrowicz parisien et Gombrowicz berlinois. C'est pas mal parce que c'est la fin de sa vie, mais je ne vais pas tout vous dire, mais on aura, je le sais depuis 2 heures, on aura aussi le plaisir d'avoir un Argentin très important qui sera, on croit qui sera là et qui va justement nous parler aussi de ce monde lointain, très beau, dont vous connaissez très bien toute l'histoire, Rita, chère madame. Voilà, donc on vous invite déjà, tout d'abord, bien sûr que je dois le dire, à la bibliothèque, mais aussi, bien sûr, à Zola, et avance chez Katarzyna Kula. Merci beaucoup et bonne soirée.